Alors, je voudrais tout de suite donner la parole à Coralie Fédy et Jean-Claude Bertrand, qui sont membres du comité de patients. Et je crois aussi que Monsieur Bertrand, vous avez dirigé et publié un ouvrage collectif intitulé Cancer, le patient hors des murs de l'hôpital. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet ouvrage, de ce que vous avez voulu dire dans l'ouvrage, et puis comment est-ce que ça peut rentrer en résonance avec les choses qu'on a entendues dans la matinée? La question est un petit peu inattendue, parce que je m'attendais pas à ce qu'on parle de ce vieil ouvrage maintenant. Mais finalement, ce qu'il y a dans le livre, ça rejoint un petit peu le problème qui était évoqué aujourd'hui. C'est cette notion, alors c'est tellement vague, mais je vais quand même l'employer, c'est le mot « la place de l'humain ». Et lorsqu'on a évoqué le problème du hors les murs, la question qu'on s'est posée, est-ce qu'effectivement, progressivement, l'humain ne va pas disparaître, s'atténuer? Et je pense que tout l'ouvrage était justement de démontrer que c'était absolument capital. Mais ce qu'il a démontré aussi, c'est qu'il était possible de concilier des patients hors les murs tout en gardant de l'humanité. Alors, dans l'ouvrage, je citais un exemple concret d'un type de soin qui se fait à l'Institut Paoli-Calmette, qui est une réhabilitation après chirurgie, je crois que c'est le terme technique, je l'ai un petit peu oublié. Et effectivement, il a été mis en place une stratégie qui permet de mettre toujours en connexion l'hôpital avec les patients qui sont chez eux et qui ne se sentent absolument pas abandonnés. Et à tout moment, ils ont la possibilité de rentrer en contact avec l'hôpital. Alors, il y a quand même une chose, je voudrais qu'on évoque quand même un petit peu ce problème. On a employé le mot « esprit », quoi. Alors, j'ai pas entendu de discussion là-dessus, moi. Alors, je suis un petit peu en attente, quoi. Voilà. Non, parce que je suis un petit peu en attente. Parce que quand j'entends l'hôpital guéri, pour moi, dans mon esprit, c'est les soignants guérissent le corps et l'esprit. Et j'ai entendu des choses qui sont un petit peu inquiétantes, parce que moi, dans ma grande naïveté, je pensais que l'envahissement du milieu médical par l'intelligence artificielle allait permettre aux soignants d'avoir beaucoup plus de temps libre pour se libérer des contraintes administratives qui seraient beaucoup plus disponibles pour leurs patients. Les mots que j'ai entendus ici me laissent quand même avec des interrogations, parce que quand même le mot disponibilité a été employé à plusieurs reprises. Et la question, maintenant je me retourne un petit peu vers les soignants. Est-ce qu'effectivement, vous pensez que cette intelligence artificielle va vous permettre de vous occuper un peu plus des patients? Parce que quand même, dans un passé pas très lointain, les soignants avaient peu de moyens pour soigner. Maintenant, ils ont des moyens vraiment extraordinaires. J'en suis la preuve vivante, comme tous les patients qui sont présents aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que il va être possible, dans un avenir assez proche, tout en étant très efficace pour soigner le corps, être présent pour apporter une attention particulière à ce qu'on peut appeler l'esprit, mais en fin de compte, à l'être humain que vous avez en face de vous? Parce que j'ai entendu dire aussi qu'il fallait que le patient soit en communication totale avec le soignant, avec le patient. Je suis entièrement d'accord. Ça fait une douzaine d'années, je m'arrête après, parce que je vois que Dominique me regarde. Voilà. Ça fait une douzaine d'années que je suis dans l'établissement. Alors il fallait pas me faire venir, quoi. Bon, alors je viens. Alors je pourrais dire qu'il y a effectivement, parmi les personnels soignants,
des gens absolument extraordinaires, qui sont à l'écoute, qui font preuve d'empathie, qui se mettent à la place du patient, de ce qu'ils sont en train de lui annoncer. Hein, il ne faut pas oublier que maintenant, quand même, il y a une annonce de la maladie, c'est prévu, ça doit être encadré. Je crois savoir que si tout se passe bien, après l'annonce d'un diagnostic, même s'il est terrible, le patient est pris en main par un infirmier ou une infirmière qui va le récupérer. C'est quand même, ça a été dit, c'est un tsunami. Quand on vous l'apprend, c'est la première fois, pour beaucoup d'entre nous, où on est confronté avec notre mort. Parce que quand on vous annonce un cancer, vous ne savez pas du tout si c'est grave, pas grave, qu'est-ce qui vous attend. Et moi, je ne fais pas quand même partie d'une génération, et Dieu merci, ça a changé. Quand on annonçait un cancer il y a 50 ans, c'était quand c'est fini. Alors on va terminer sur une note optimiste. Je crois que maintenant, on soignait un cancer sur 2, on en soigne 2 sur 3. Et je pense qu'à l'horizon 2030, monsieur le directeur, je crois que vous allez en guérir 3 sur 4. Sur cette note optimiste, est-ce qu'il y a un soignant qui veut réagir du coup à ces mots? Voilà, je vous laisse du coup la parole. C'est une invitation bien sûr à la discussion. Oui, alors bonjour, merci beaucoup monsieur pour avoir pris ce contre-pied justement sur la technicité qui arrive dans le soin. Rappelez peut-être en quelques mots voilà, qui vous êtes. Donc moi je suis Alexandre de Danneville, je suis oncologue médical à l'Institut Paoli-Calmette. Je m'occupe essentiellement de cancer du sein et avec une activité de recherche translationnelle et clinique. Et donc les problèmes évoqués sont centraux pour moi. Je pense que depuis quelques années, on avait beaucoup de débats sur la technique qui s'immisce entre le patient et le soignant. Et l'arrivée des techniques d'intelligence artificielle, des organisations telles que leur lémur, la télémédecine, au contraire peut-être vont replacer l'humain au centre du soin. Et c'est en ce sens que je voulais vous remercier, parce qu'on manque de temps aujourd'hui. Le temps médecin, qu'est-ce que c'est? C'est censé être articulé son expérience clinique, les données de la recherche, avec le patient en prenant en compte ses valeurs, son terrain, ses expériences, ses désirs, son besoin de croire. Mais en fait, le patient n'a pas le monopole de l'humain. En face, il y a les soignants, avec eux aussi leurs valeurs, leurs besoins de croire, leur emploi. Donc ces intelligences artificielles, elles vont peut-être permettre de justement synthétiser les données de la recherche, synthétiser les besoins d'expérience clinique, qui eux-mêmes, au rythme de l'innovation, diminuent. C'est-à-dire qu'on a souvent peu d'expérience avec certaines molécules. Et parfois, les données de la recherche, en fait, il n'y en a même pas dans la situation. Quand on pense aux séquences thérapeutiques, parfois, on est dans une situation unique. Donc la technique va peut-être nous aider là-dessus et permettre de recentrer la consultation, les temps d'annonce sur l'humain, sur les valeurs de chacun, sur les besoins de croire et sur les choix. Est-ce qu'il y a peut-être un autre soignant qui veut réagir? Je pense à Aurélien Proux, du coup, sur cette question. Pardon. Merci. Bonjour, donc moi je suis Aurélien Proux, je suis médecin à l'équipe mobile de soins palliatifs à l'IPC. Donc, pour répondre à la question de l'intelligence artificielle, j'espère qu'on n'en aura pas trop rapidement en soins palliatifs parce que je trouve que c'est pas du tout sa place pour le moment. Non, concernant le corps et l'esprit, c'est d'entendre justement parler de technicisation, de formation, c'est M. Hamouda qui en parlait. Je pense que, comme l'a dit Mme Gravis, les patients nous apportent énormément. Et j'ai une petite anecdote qui m'a beaucoup bouleversé quand j'étais interne en médecine où je consultais à l'hôpital de jour de chimiothérapie et je vois une psychiatre qui venait pour un cancer du sein en situation palliative, donc des chimios qui essayent de gagner du temps. Et je lui demande très scientifiquement comment s'est passée la chimiothérapie, est-ce que vous avez des nausées, donc on grade 2, la fatigue elle est comment, grade 1. Et elle finit par me dire, et l'échelle de Malawi elle est à 5 sur 7. Et moi, perturbé, interne, je me dis toute ma crédibilité va être mise en cause, je sais pas ce que c'est l'échelle de Malawi. Donc je commence tranquillement en faisant mine de rien à taper sur internet
échelle de Malawi. Et je vois la psychiatre qui me regarde et fait « Vous trouvez pas, hein ?» Non, je trouve pas. Qu'est-ce que c'est l'échelle de Malawi? Et elle m'explique que l'échelle de Malawi, en fait, chaque jour, elle se lève, elle a des objectifs. Si elle arrive à faire ses objectifs, elle gagne un point. Et si le cancer lui empêche de faire ses objectifs, c'est le cancer qui gagne un point. Et ça fait une échelle sur 7 qui correspond à la semaine. Et elle dit, si jamais l'échelle est à plus de 4 sur 7, ça veut dire qu'il faut que j'arrête vos traitements et qu'il faut que je me concentre que sur des soins palliatifs. Et donc, du coup, c'était vraiment super parce qu'elle nous a apporté une échelle. Donc, elle s'est adaptée à nous pour nous donner justement un moyen très simple d'exprimer ce qu'elle ressentait, elle, vis-à-vis de la maladie. Et ça a vraiment, je pense que ça a participé à mon cheminement vers les soins palliatifs. Et pour terminer justement sur une petite métaphore toute simple, on a tous en tête le jouet pour les enfants, vous savez, où il y a une planche en bois avec des formes, triangles, carrés, il faut faire rentrer les trucs dans la bonne forme. Je pense que quand on est en situation curative, donc c'est les traitements qui sont par exemple en triangle, le patient doit s'adapter au triangle parce qu'on veut obtenir la guérison. Mais je pense que quand on est en situation palliative, c'est à nous de comprendre quelle est la forme du patient pour adapter le traitement pour que ça fonctionne. Et donc c'est vrai que le patient, l'esprit, enfin tout ce que représente le patient, c'est vraiment important. Et puis qu'on soit en situation palliative ou pas, il y a des soins qui ne sont pas techniques, notamment, je pense à vous, Niki Prodromou, sur le côté, voilà, quand on est psychologue clinicienne, qu'est-ce que ça veut dire que d'être disponible à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça veut dire peut-être que de soigner ce quelqu'un d'autre, de faire partie aussi d'un collège de soignants autour d'un ou de plusieurs patients? Alors, moi, je suis psychologue ici depuis 23 ans et je vous remercie d'avoir convié la plus ancienne des psychologues ici. Donc, dire que la psychologie a toujours eu sa place dans des lieux où on soigne les cancers. Et ici, l'Institut Pauli Calmettes fait une place à la psychologie puisque nous sommes un département, nous sommes 5 psychologues et nous sommes payés en fait pour être disponibles. Donc, la question ne se pose pas. Je voulais remercier tout ce qui a été dit et M. Jaffray. Et je voulais répondre sur la question de playing and the game. Et nous, les psychologues, en tout cas moi, je me situerai dans le playing qui dit que je vais rencontrer un patient et je vais essayer de trouver un espace entre lui et moi où il va pouvoir poser des choses qui lui appartiennent, où moi aussi je vais pouvoir poser des choses qui m'appartiennent, d'où je viens, ma formation, ma théorie, les outils avec lesquels je travaille. Et dans cet espace, on va essayer de se rencontrer pour faire que la rencontre soit un événement pour l'un comme pour l'autre. Peut-être que c'est pour cela qu'on dit en longtemps. C'est parce que chaque fois, c'est une nouvelle rencontre. Chaque fois, c'est un nouveau questionnement de qu'est-ce que je peux faire pour ces patients-là. On n'a pas de médicaments, on n'a pas de techniques qui vont soulager la douleur, qui vont aller contre la maladie. On a une présence, une vraie présence et de la disponibilité et du temps pour laisser dire l'autre ce qui lui arrive à ce moment de sa vie, à cet endroit-là, où va se poser la question du sens de la vie. Beaucoup de choses ont été dites. À quel point on tient à la vie, la liberté, qui on est, parce que ça pose aussi des questions d'identité, qui on est par rapport à notre corps qui change. Enfin, M. Jaffray, avec sa formation et puis ce qu'il a, la rencontre avec la maladie, qui est une mauvaise rencontre. Hein. Les patients disent que c'est une mauvaise rencontre, mais c'est aussi, j'espère pas la rencontre avec les psychologues, hein. C'est la rencontre avec la maladie, mais on peut en faire quelque chose si, voilà, jusqu'au bout de sa vie, faire quelque chose de ce qui se passe pour nous. Oui, vous avez dit des... Pardon.
Vous avez dit des mots forts, que chaque rencontre avec un patient soit un événement. Je veux dire, ça va à l'encontre de ce qu'on voit parfois dans un certain nombre de services, qui est parfois d'ailleurs dénoncé, où voilà, il faut aller le plus vite possible, le plus efficacement possible. Enfin, je veux dire, moi, je suis payée pour que ça se passe comme ça, donc je prends le temps pour que ça soit un événement pour moi, comme pour les patients, c'est-à-dire qu'ils puissent dire « Ah, j'ai parlé avec la psychologue et la psychologue a écouté ce que j'avais à lui dire. » Parfois ça prend pas. Heureusement, parce qu'on peut, contrairement aux médicaments, on peut changer de psychologue. Mais en tout cas, c'est... Voilà, on travaille avec les patients, avec les familles. Enfin, peut-être le simple fait de dire ce qui nous arrive, c'est thérapeutique, de pouvoir et sentir qu'on a été écouté. Si on a dans nos vies l'expérience que quelqu'un nous a écoutés, et le bien que ça nous a fait d'être écoutés par quelqu'un, eh bien voilà, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Et c'est vrai, je travaille avec Cécile, avec Madame Rousseau, et on a des échanges aussi avec les médecins, avec les familles et tout ça. Oui, justement. C'est pas spectaculaire, mais c'est ce qu'on fait. Absolument nécessaire. Et justement, Cécile Bratichevili, alors vous êtes médecin avec une spécialité de gériatrie. Comment se passe pour vous l'accompagnement dans votre service en particulier? C'est la grande richesse de cette table ronde, c'est d'avoir des services différents avec des situations différentes et en même temps, on le voit bien, des points communs et des belles correspondances. Oui, je vais rebondir sur le mot rencontre qu'a utilisé Niki. Chaque consultation, que ce soit en hospitalisation ou en consultation, est une vraie rencontre avec le patient. La différence en tant que gériatre, c'est que les patients que je rencontre, ils ont généralement plus de 80-85 ans et ils ont déjà été confrontés par leur âge à la notion de finitude et de la mort qu'ils avaient peut-être déjà envisagé plus que quelqu'un de plus jeune qui est confronté au tsunami de l'annonce. On a la chance en tant que concongériatre de se donner le temps de rencontrer et de connaître le patient, de connaître ses fragilités, éventuellement cognitives, multiples biais. On rencontre souvent sa famille et donc les aidants et on essaie de tenir compte de tout ça pour demander l'avis au patient aussi sur ce qui compte pour lui. On n'est plus tant en tant de quantité de vie plutôt qu'avant, mais plutôt en qualité de vie. On essaie d'allier les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie de vivre le plus longtemps possible, comme vous disiez madame, mais avec la meilleure qualité de vie possible. Donc en tant qu'oncogériatre, toujours en parlant justement avec les psychologues, les oncologues, en collégialité par rapport aux patients, on essaie de prendre la meilleure décision possible avec le patient. Qu'est-ce qu'il va privilégier? Est-ce qu'on va peut-être une espérance de vie un peu plus longue, mais en accumulant les chimiothérapies? Ou est-ce peut-être une chimiothérapie moins lourde, mais qui va privilégier sa qualité de vie? Où est-ce qu'il met le cut-off? Et c'est aussi le patient qui doit nous le dire. Et comment est-ce qu'on fait pour faire tout cela dans des contraintes de l'hôpital qui parfois, elles ont été rappelées, hein, certaines contraintes, une certaine pression qui peut y avoir? C'est compliqué, mais on essaie de se donner le temps et de prendre le temps pour cette décision. On voit dans vos différents témoignages qu'il y a un vrai partage interdisciplinaire. Et alors justement, ce partage interdisciplinaire, c'est aussi une des bases de tout le secteur de la recherche. Alors là, je vais m'adresser à Alice Carrier, qui est chercheuse, donc du coup fondamentale sur notamment le cancer du pancréas. Voilà. Comment est-ce que vous, avec les résonances de tout ce qu'on vient d'entendre, se fait vos recherches, la question de l'efficacité, hein, qui a été souvent décrite. Voilà, quel est un peu votre fil rouge? Alors, effectivement, je suis chercheuse au CNRS et donc l'objectif des recherches qui sont menées au centre de recherche en cancérologie qui est ici, donc au sein de l'Institut Paoli-Calmettes, vise à améliorer les connaissances des cancers, la biologie des cancers, certains aspects spécifiques, parce que tous les cancers sont différents,
et d'utiliser ces connaissances pour identifier des vulnérabilités potentielles pour développer de nouvelles thérapies. Voilà. Donc on est au niveau fondamental dans les connaissances, la génération de connaissances, et c'est là où on pratique l'incertitude, on rencontre l'incertitude qui est chère à Dominique. Merci Dominique pour ta confiance. Et parce qu'on est constamment dans le doute, est-ce que les connaissances que nous générons sont réelles? On ne peut pas parler de vérité scientifique, on peut juste parler de connaissances, et on peut répondre aux questions que le grand public nous pose, juste dans l'état actuel des connaissances. Nous savons ceci, nous savons cela, mais on ne peut pas annoncer de vérité. Et ça, c'est parfois difficile à entendre par le grand public. Voilà. Ensuite, par rapport à l'aspect translationnel vers la clinique, certains d'entre nous sont impliqués dans des projets de recherche vers la clinique pour développer de nouvelles thérapies. Mais pas seulement de nouvelles thérapies, on est aussi sur les soins d'accompagnement qui sont autres que des molécules. Oui. Par exemple, pourquoi est-ce que l'activité physique est importante pour les patients? Maintenant, on essaie de caractériser les mécanismes. Refaire de la place, si je comprends bien, à tous les soins non techniques en fait. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de moyens ont été concentrés sur cette question de l'efficacité des moyens techniques, qui est importante, mais on se rend compte qu'on a peut-être, à vous entendre, maintenant d'autres champs qui s'ouvrent sur certains moyens non techniques aussi de soigner. Voilà, donc il y a à la fois la technique des nouvelles molécules, mais aussi le non technique, et ça rejoint cette notion de collectif, qui a été pas mal abordé pendant cette matinée. Le collectif, d'abord le collectif de recherche, parce qu'un laboratoire de recherche, c'est un collectif d'humains qui travaillent ensemble, avec chacun sa spécificité, son expertise. Mais ça va aussi vers le collectif en clinique, tout ce collectif qui entoure le patient, qui accompagne le patient, et c'est pas seulement les médicaments. C'est aussi tous les soins qui font du bien au moral, au mental, et qui accompagnent le patient. Et alors justement, comment est-ce que ce mouvement est pris en compte par les patients eux-mêmes? Alors là, je me tourne vers vous, Coralie Fedy, vous êtes membre donc, de comité de patients. Comment est-ce que tout cela, tout ce qui a été dit, par les soignants, chercheurs qu'on a eu autour de la table, rentre en résonance avec des réflexions de comités de patients? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner tout cela en même temps avec la spécificité de celle d'un comité de patients? Alors déjà, je voulais remercier M. Marinenki et M. V pour ce débat, parce que parler de spiritualité de nos jours en France, c'est courageux. Oui, tout à fait. Je l'ai souligné dès le début des tables rondes. Et je voulais rebondir aussi sur ce qu'avait dit M. Denonville, à savoir que nous, en tant que patients, on a nos croyances, ou certains n'ont pas de croyances, mais que les soignants aussi en ont une, et donc savoir est-ce qu'ils ont le droit d'en avoir une, au final, de croyances. Ce serait intéressant de se poser la question. Voilà, j'avais pas grand-chose d'autre à dire sur tout ce qui a été dit. Bon, c'est un petit peu éloigné, j'ai l'impression, du thème de la spiritualité. On a parlé des soins non techniques, effectivement, de l'ouverture à autre chose. Comment on va pouvoir... en tant que patient, on a besoin d'être écouté, entendu, et notamment sur notre spiritualité, pour la fin de vie aussi. Qu'est-ce qui va pouvoir se mettre en place de ce côté-là pour que les patients partent aussi sereinement, parce que bien sûr, on se pose la question quand on a un diagnostic. On se pose toutes les questions en fait, donc bien sûr. Voilà, comment ça va évoluer tout ça, c'est une question aussi. Une invitation quand même de votre part qui a été faite aux soignants, donc je leur laisse la parole. Pour répondre à votre question, oui, je pense qu'un soignant a le droit d'avoir des croyances qui vont au-delà de la religion, ne serait-ce que il y a certains soignants qui croient un peu plus en certains médicaments que d'autres. Donc, de toutes les façons, nos croyances, y compris la religion, notre histoire nous influence. Après, je pense qu'en tant que soignant, on est avant tout aussi des professionnels dans un cadre, et on a une mission donc qu'on essaie de respecter au mieux. Et aujourd'hui, justement, on a tendance à pas forcément réfléchir comme des êtres humains parfois, mais vraiment selon des recommandations internationales, selon des référentiels, et on rentre de nouveau, encore une fois, dans la technicité. Donc je pense que là, en effet, il y a un travail à faire du côté pour les soignants. Après, je voudrais aussi juste rosir un tout petit peu le tableau. On a parlé beaucoup de manque de temps, de besoin de temps. Mais pour travailler ici depuis maintenant pas mal d'années, je pense qu'on y arrive
en fait, à prendre ce temps, que ce soit avec l'ensemble de l'équipe. Niki nous a parlé du temps qui était pour elle dédié à l'écoute. Nous aussi, maintenant, on a des consultations d'annonces qui sont vraiment délimitées, on a du temps. Donc je pense que ça, on y arrive. Et après, sur le côté spiritualité, donc parce que c'est quand même le thème de la table ronde, là aussi, je pense qu'il y a une vision assez positive qui peut être dégagée, parce qu'aujourd'hui, on guérit 2/3 des cancers, demain 3/4, comme on a annoncé en début de cette table ronde. Mais qu'est-ce que c'est guérir, en fait? Là, on parle de guérir le corps, c'est-à-dire on va guérir le cancer. On peut toujours mettre des guillemets, d'ailleurs, sur ce guérir. Mais qu'en est-il de l'esprit? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant qu'on guérit bien, notamment dans le cancer du sein localisé, on guérit même très bien. On traite très bien. Mais en fait, qu'est-ce qui reste après? Parce que toutes nos patientes, finalement, ce qu'elles nous disent, c'est qu'il y avait un avant, c'était moi, et puis un après, qu'est-ce que ça va être? Et cet après, justement, maintenant qu'on guérit bien le corps, il faut absolument se concentrer sur cet après-cancer. Et c'est un virage qu'on a amorcé. On se pose de plus en plus de questions sur cet après-cancer, sur comment le prendre en charge dans son ensemble. Et même pendant la phase de traitement, aujourd'hui, on développe des biomarqueurs qui sont plus seulement des biomarqueurs d'efficacité, mais on va aussi chercher du biomarqueur de tolérance. Quelle patiente va avoir un effet secondaire très grave qui va potentiellement amputer sa vie future? Quelle patiente ou patient va subir ce genre d'effet? Donc même la recherche, en fait, aujourd'hui, va aussi sur quel esprit il va rester derrière, quel traumatisme va avoir l'impact du cancer et de ses traitements. Et donc ça passe sur la recherche, ça passe sur le soin, ça passe sur l'écoute, ça passe sur l'activité sportive, ça passe sur l'ensemble des choses, la prise en charge des aidants, le rôle, la valorisation du rôle des aidants, la valorisation du rôle des patients. Mais sur la spiritualité, il y a encore des choses à faire. Mais là aussi, je pense qu'on a pris le virage. La preuve en est, c'est cette conférence aujourd'hui. Oui, c'est précieux d'avoir votre témoignage sur le fait que guérir le corps, qui est a priori, je veux dire, l'objectif numéro 1 du médecin, là on se rend compte n'est pas forcément suffisant et qu'il y a au-delà. Peut-être nos deux autres soignants, c'est une réaction sur cela. Moi, c'est le mot, plutôt que guérir, alors bien sûr on cherche la guérison, mais c'est le mot soin. Et le soin, ça s'adapte aussi bien à l'esprit ou à l'âme qu'au corps. Et on est soignant avant tout. C'est ça que je voulais mentionner. Là, comme ça. Non, mais c'est ce que vous avez dit, c'est majeur. Et d'ailleurs, pour reprendre, vous avez repris Niki, et je pense que c'est important d'insister là-dessus. Niki dit il faut écouter, et vous avez rajouté il faut entendre aussi. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc c'est vrai que nous, dans notre discipline qui sont les soins palliatifs, le temps c'est essentiel. Et comme dans une médecine où on gagne de l'argent avec des actes, nous on essaye d'empêcher tous ces actes. Donc heureusement que nos sociétés quand même, nos politiques mettent un peu plus de moyens là-dedans. Mais c'est vrai que le temps c'est quelque chose qui est majeur et les patients ont besoin de ce temps. Et on le voit... de s'asseoir dans une chambre et juste de prendre le temps d'écouter sans rien dire, de laisser cet espace d'échange où on montre qu'il n'y a pas le téléphone qui sonne, qu'on n'a pas une réunion, qu'on n'a pas quelque chose qui nous presse et qu'on n'est pas déjà en train de mettre la main sur la porte. On voit que les patients vont déjà mieux sans même mettre aucun médicament, juste en les écoutant et en ayant la certitude que le médecin a compris toute l'ampleur que pouvait représenter les possibilités d'échec, cette incertitude dont on parle quand même très régulièrement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important.